Monsieur Touré, bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Pour me présenter, je m'appelle Abdou Touré. On m'appelle Tonton Vert sur les réseaux sociaux. Pourquoi Tonton Vert? Parce que j'aime le vert. Je suis quelqu'un qui travaille dans la nature sur les questions de protection de l'environnement et du climat. Je suis agriculteur urbain, créateur de contenu. Je suis un bouillon. Je fais énormément de choses. Merci beaucoup. Donc, justement, d'où vient l'idée de vous lancer dans l'agriculture durable? Agriculture durable, bon, pour en parler, c'est parce que moi, j'ai grandi dans ça. Donc, depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, je suis né dans une famille où papa et maman cultivaient quand j'étais petit. Donc, j'ai grandi dans ça. Et quand je suis devenu vraiment grand, j'ai quitté la maison familiale, la grande maison, et on s'est retrouvés dans une petite maison. Et vraiment, j'avais besoin de voir des plantes. Et c'est comme ça, j'ai commencé petit à petit à essayer de cultiver dans des pots, dans des bidons. Mais après, j'ai fait une formation de formateur d'agriculture urbaine. Et voilà, je me suis lancé carrément dans l'agriculture durable. J'ai compris en fait l'importance de cultiver des choses parce que ça me manquait. Et ça devait entrer aussi dans mon quotidien, surtout dans le besoin de manger sain. Intéressant. Mais pourquoi ce secteur en fait? Pourquoi ce secteur plutôt qu'un autre? Pourquoi ce secteur? Je n'ai fait que sur ma passion. Je n'ai fait que sur ma passion. Je n'ai jamais pensé à faire autre chose que sur ma passion. Donc, moi, ce que je fais dans l'agriculture, dans la protection de l'environnement, c'est ma passion. C'est ce que j'aime. Donc, je ne trouve pas d'autre justification. C'est naturel. Parfait. Donc, pour une personne peut-être qui ne comprend pas ce que c'est l'agriculture durable, comment pourriez-vous l'expliquer? Alors, l'agriculture durable, déjà moi, ce que je fais, c'est de l'agriculture urbaine. Je cultive dans ma maison, sur ma terrasse. Là, nous sommes sur ma terrasse. Durable parce que j'essaye de faire dans un cycle court, cultiver, aller dans la cuisine, manger. Pourquoi encore? Je n'utilise pas de produits chimiques. Tout est naturel chez moi. Les semences. Je fais tout pour avoir des semences de base. Les substrats que j'utilise, le compost sont les déchets organiques que je transforme à la maison pour faire mon compost. Le compost, quand on parle compost, on parle de ce qui remplace l'engrais. Donc, je fais tout pour utiliser les éléments naturels, les éléments qui sont autour de moi pour faire de l'agriculture. Vraiment, et quand on dit durable, c'est quelque chose qui impacte aussi sur le climat et l'environnement. Ça crée une biodiversité parce que là, vous entendez les oiseaux sont là. Le matin, si vous venez de bonne heure, vous voyez les abeilles, les papillons qui tournent tout autour pour bitumer, pour chercher, toucher les fleurs, trouver de l'eau. Donc, quand on dit durable, c'est quelque chose qui prend en compte la protection de l'environnement. Vous l'avez dit tantôt, vous avez commencé très tôt, vous avez suivi votre passion. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut bâtir un projet durable dans l'agriculture et qui est rentable? Et qui est rentable en même temps. Bon, d'abord que je ne suis pas un businessman. D'abord, quand on me dit rentable, c'est vrai qu'on pense à argent. Moi, rentable pour moi, d'abord, c'est quelque chose qui m'a satisfait. Qui m'a satisfait du fait que je n'achète pas de produits qui peuvent impacter négativement ma santé. Je mange des choses qui sont vraiment saines. Donc, rentable pour moi, c'est d'abord ma santé. Quand on parle de rentable dans mon système, c'est d'abord ma santé et mon bonheur. Parce que j'aime me retrouver dans cet espace où il y a de bons parfums, il y a la paix. Ça se voit. J'aime travailler ici, j'ai ma table de travail, je peux mettre mon ordinateur, il y a de l'électricité. L'électricité qui est là sur la terrasse est en partie green parce que c'est du solaire. Donc après, quand on parle de business, ça c'est autre chose. Rentable, c'est parce que vous cultivez et vous parvenez à vendre et avoir des bénéfices. Donc pour le faire, il faut d'abord se former. Comprendre réellement c'est quoi l'agriculture durable et saine pour ne pas d'abord utiliser des produits chimiques parce que les gens qui vont essayer de vous suivre et acheter vos produits voudront vraiment avoir du bio et pas quelqu'un qui dit je fais de l'agriculture urbaine, je veux vendre en clientèle select et essayer de booster avec de l'engrais, vient de l'engrais chimique. Donc rentable, c'est vraiment très vaste dans ce genre de choses. Maintenant, il est possible
Comme nous, notre modèle dans Quartier Vert Challenge, nous avons pu créer ce qu'on appelle la classe de Tonton Vert, qui regroupe une communauté de plus de 3000 personnes sur WhatsApp. Nous avons des classes de micro-jardinage où nous formons énormément de personnes, où nous avons pu créer un label de Tonton Vert, où nous avons des micro-jardins de terrasse qu'on a regroupés pour former un grand champ. Et nos produits sont vendus dans un cercle, et que nos produits, que ce soit les plantes, les légumes, le compost, le biopesticide, c'est vendu dans un cercle et c'est vraiment rentable pour nous et pour la communauté qui est là. Et c'est genre une coopérative agricole. Bon, c'est également des produits que vous commercialisez oui, effectivement. Dans les grandes surfaces ou... Non, pour le moment, nous n'avons pas encore la capacité d'aller attaquer les grandes surfaces pour vendre dans ces espaces. Mais pour le moment, nous avons vraiment un système de vente qui est dans la communauté. Et en dehors, peut-être des gens qui nous voient sur les réseaux sociaux, qui achètent nos produits, qui demandent des conseils et nous les orientons. Mais nous pensons à aller plus loin. Nous avons ces ambitions de vraiment avoir des produits bien labellisés et qui se présentent vraiment bien dans certains endroits. Très bien. Là, on va faire une petite transition parce que naturellement, quand on parle d'agriculture, on parle que c'est fait pour ceux qui sont dans les villages, dans les zones rurales. Vous, en tant que professionnel, vous l'avez conçu. Il y a une très grande communauté qui vous suit. Donc, quelles sont les idées reçues qu'il faudra déconstruire et quelles sont les erreurs à éviter pour quelqu'un qui va se lancer dans l'agriculture durable? D'abord, je me rappelle, le premier choc que j'ai eu, c'était sur Twitter. Quelqu'un qui m'a dit « ça ne sert à rien ce que vous faites, de récolter 1-2 tomates par jour. Ça, ce n'est pas de l'agriculture. » Mais je me suis dit, il faut toujours accepter les critiques. C'est important. Accepter les critiques, réfléchir, analyser pourquoi ça. Et là, j'ai compris que la personne ne comprenait pas ce que je faisais. Moi, je cultivais pour ma maison, pour manger, juste ça. Donc, il faut d'abord comprendre que si on fait ce genre d'agriculture, c'est pour manger, avoir quelque chose et faire sa passion, qui est du jardinage, simplement. Faire du jardinage, simplement. Après, si on veut vraiment faire du business, il faut bien réfléchir. Parce qu'en réalité, il y a énormément de gens qui veulent avoir des hectares. Quand on a des hectares, il y a de l'investissement, il y a beaucoup d'argent à mettre en place, il y a des études à faire, des recherches à faire, maîtriser son circuit de vente, maîtriser ses spéculations, faire des analyses de sol, faire de l'analyse de l'eau. Voilà, il y a énormément d'études à faire. C'est la même chose aussi, hein, en micro sur la terrasse ou bien dans la cour de la maison. Oui. Il faut vraiment étudier ce qu'on veut faire. On ne peut pas cultiver tout dans une maison, mais il faut l'étudier. Et donc, ceux qui veulent s'engager dans ça, allez-y tout doucement. Suivez votre feeling. Si c'est de l'agriculture urbaine, dans votre maison, sur votre terrasse, allez-y tout simplement. Commencez par les plantes que vous aimez. Il y a des gens qui aiment avoir de la salade. Il y a des gens qui aiment avoir de la menthe chez eux chaque matin. Il faut aller sur ce que vous aimez cultiver et prendre dans votre assiette. Et c'est comme ça qu'on y va step by step pour pouvoir vraiment commencer à faire des choses. Moi, au début, je cultivais dans des tasses de café et dans des bouteilles d'eau. Là, je suis chez moi, là où j'habite maintenant, dans une serre. Il y a cette serre qui est là. Je collabore avec beaucoup d'entreprises à travers le monde, dans tout le domaine, qui est toujours aussi dans l'agriculture urbaine. Mais il faut vraiment y aller petit à petit, mais aussi accepter de se former. Et accepter les critiques, accepter les retours des gens qui vous parlent de votre communauté, de votre famille, et ne pas toujours chercher dès le début à gagner de l'argent. Si vous n'êtes pas bien formé, vous risquez de faire des catastrophes. Moi, j'ai vu des gens qui me disent « Tonton Vert, j'ai envie de faire du micro-jardinage comme toi à la maison, il me faut combien ?» Hier, j'ai reçu cette question sur LinkedIn. Donc, pas besoin... Non, mais en fait, le problème, c'est que énormément de gens ne sont pas bien formés et veulent mettre coûte que coûte de l'argent. Ils croient que c'est l'installation, l'investissement qui va faire leur réussite. C'est pas ça. C'est d'abord savoir les petites astuces, se former, savoir les best pratiques qui te permettent de cultiver et de réussir ta culture.
Même avant d'aller dans un grand champ, il faut tester. Il faut tester dans de petits carrés. Des spéculations. Est-ce que le sol accepte ceci? Est-ce que l'environnement accepte ceci? Est-ce que je peux faire des laitues? À quel moment je peux faire des laitues? À quel moment je peux faire des betteraves? On ne peut pas faire l'oignon toute l'année. On ne peut pas faire la fraise toute l'année. Il y a des moments, il faut comprendre les calendriers culturels, il faut tout comprendre. Et qu'accepte la salade? Beaucoup d'eau, moins d'eau, quel type de fertilisant? Il faut tout comprendre. Il faut savoir, c'est comprendre ces petites astuces. Ce n'est pas se lever chaque matin, hop, arroser. Il faut comprendre chaque plante, ses exigences. Tout à fait. Pour pouvoir commencer. Et moi, je dis aux gens qui me disent, Abdou, j'ai 400 000, est-ce que tu peux aménager ma terrasse? Oui, je peux aménager ta terrasse. Je peux faire tout ce que tu veux sur ta terrasse avec 400 000 ou 500 000. Mais, le suivi. Est-ce qu'après 2 semaines, si je reviens, je trouverai la chose vivante? Il faut accepter, si on n'a pas la formation quand même, de se former, de s'initier, de comprendre certaines choses et de commencer petit à petit. Après, moi, je ne peux pas te dire combien j'ai investi ici pour pouvoir réussir à apprendre certaines choses et après, pour apprendre mon expérience et mes compétences. Donc, je retiens se former, maîtriser ce qu'on veut faire et surtout avoir la passion. Effectivement. Très bien. Donc, vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes qui vous suivent sur TikTok. Vous avez su bâtir une communauté sur WhatsApp? Non, 3000 personnes dans la classe de Tonton Vert. Dans la classe de Tonton Parce Vert. que dans chaque classe, vous avez 1025 personnes. Ce sont des groupes WhatsApp. Le groupe WhatsApp a 1025 personnes, c'est plein. On crée une autre classe. Donc, et il y a des levels. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Donc, aujourd'hui, comment ce projet a pu impacter cette communauté-là? Ce projet a pu impacter parce que j'ai toujours été à l'écoute de ma communauté. J'étais sur Facebook et sur X. Et j'étais dans ma zone de confort. J'ai écouté mes amis qui sont dans le digital, qui sont autour de moi, qui m'ont dit « Abdou, ce que tu fais sur X et sur Facebook, tu peux le faire sur TikTok, Instagram. » Partout, les gens ont besoin de ce que tu fais. Moi, j'étais là, je me disais « Non, TikTok, c'est pas ça. TikTok, c'est pour les comédiens, c'est pour les danseurs. » Et au passage, je remercie Demba Gueye. C'est lui qui a, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui qui a créé le hashtag Kebetou. Donc, il fait partie des anciens sur Twitter. Et il m'a toujours dit, et lui et Mamadou Makhtar Diallo, je les salue au passage, ils m'ont beaucoup inspiré. Ils m'ont dit, tu as ta communauté sur TikTok, vas-y, tu vas apprendre aux gens beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à faire des vidéos tips, j'ai commencé à sensibiliser. Et petit à petit, les gens ont découvert que mes vidéos étaient intéressantes et ils me disaient, tonton, il faut que tu nous formes. Est-ce que tu n'as pas de groupe WhatsApp? Crée un groupe WhatsApp. Moi, j'ai toujours écouté ma communauté. Créer un groupe WhatsApp. J'ai créé un groupe WhatsApp, rapidement, c'est devenu plein. Et il faut nous faire des formations. J'ai commencé à organiser des séances de formation payantes et des masterclass. Et voilà, c'est aujourd'hui, c'est cette belle communauté qui est là. Je continue de les servir, de les encadrer. Il y a toujours des va-et-vient, mais les classes sont là. La communauté augmente de jour en jour. Aujourd'hui, vous êtes devenu créateur de contenu dans votre domaine. Et quand on parle de réseaux sociaux, on fait référence souvent aux jeunes. Donc, en quoi ces secteurs peut-il offrir des opportunités à cette tranche d'âge? Alors, je vois souvent sur TikTok beaucoup d'influenceurs dire allez sur réglage, faites ceci pour avoir des abonnés, faites ceci, faites cela. Moi, je n'applique rien de tout cela. En fait, quand vous faites de la création de contenu ou bien que vous êtes dans un secteur comme le climat, l'environnement, l'agriculture ou bien whatever, autre chose, il faut comprendre qu'il y a juste un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites. Tout le monde ne peut pas s'intéresser à ce que vous faites. Tout à fait. Il faut être focus sur cette communauté, essayer de ramener d'autres dans ce que vous faites, mais pas aller suivre tout le monde. Et écouter cette communauté et leur rendre la monnaie. Ce sont ces gens qui vont partager, parler de vous ailleurs. Alors, moi ici, je dis souvent aux jeunes, si vous avez des compétences, du savoir-faire, focalisez-vous sur ce que vous faites et essayez de parler parfois sur différentes langues. Parfois c'est le Wolof, parfois c'est le français, parfois c'est l'anglais. Et pour faire des sous-titrages. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui nous suivent et que les réseaux sociaux ont des barres de recherche, sont des moteurs de recherche. Je vous dis, j'ai des collaborations à Singapour, j'ai des collaborations Canada, États-Unis, France, Allemagne. Et ces gens, je ne les connais pas. Ils ne parlent pas Wolof. Ils sont de grands cabinets ou bien des entreprises. Mais ce n'est pas ces entreprises qui vont chercher. Ce sont des gens qui sont dans ces entreprises qui vont chercher dans les barres de recherche, qui vont taper des mots-clés pour te découvrir.
Et parce que quand je leur pose des questions, comment vous m'avez découvert? On dit, on a cherché sur TikTok. Et donc je dis aux gens, allez valoriser vos compétences. Si vous ne pouvez pas valoriser vos compétences avec vos CV, allez valoriser vos compétences sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça ne sert pas juste pour la distraction, mais ça sert à connecter les jeunes et même, je vous dis, les 8 milliards de personnes à travers le monde. Les réseaux sociaux les permettent de se connecter, d'échanger, de socialiser, de discuter, d'échanger des expériences, de collaborer, de travailler ensemble, de créer des choses encore, des entreprises ou bien de créer de la richesse. Donc, on peut rester dans son salon sans prendre l'avion et se connecter à des centaines de milliers de personnes ou à des millions de personnes, de collaborer, de travailler sur des choses, des expériences magnifiques. Et ça, personnellement, je l'ai vécu avec Instagram, je l'ai vécu avec Facebook, je l'ai vécu avec X, je l'ai vécu avec TikTok. Et là, là où je travaille, là où je vous parle là, mes collaborations actuellement sur les projets sur lesquels je travaille, sont des gens qui m'ont découvert sur TikTok et qui sont allés en présenter à leur entreprise. Nous avons fait des calls. Normalement, nous avons fait des calls, des meetings, nous avons discuté, nous avons fait des protocoles et là, on est en train vraiment de travailler sur des choses extraordinaires. Si je vous dis c'est TikTok, vous me direz non, c'est pas possible. Parfait. Donc, je dis souvent aux jeunes, allez-y, n'hésitez pas à parler de vos compétences, n'hésitez pas à partager ce que vous savez faire. Je vois que vous parlez avec une certaine passion sur votre activité. Donc, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que c'est la passion qui sera le moteur en quelque sorte de peu importe l'activité que la personne est censée faire. Moi, j'aime pas les gens qui me disent, qui voient juste une vidéo ou une photo de tonton vert, avec ce que vous faites là, je peux gagner combien? Ça, en général, je ne réponds pas, ou bien je réponds évasivement, ou bien j'essaie de vous recadrer pour parler. Mais je n'aime pas ce genre de questions. Parce qu'on sent rapidement que cette personne n'est passionnée de rien, n'aime rien, c'est juste l'argent. Et moi, dans mon cas, c'est pas ça. Moi, quand je m'investis dans quelque chose, c'est parce que j'aime cette chose, j'y crois. Donc, la passion est très importante. Et beaucoup de jeunes que vous voyez aujourd'hui exceller dans l'IA, exceller dans l'informatique, exceller dans beaucoup de choses, c'est parce qu'au début, ils étaient passionnés par la communication digitale, par l'entrepreneuriat, par autre chose. Même si vous êtes passionné par l'argent, mais oui, faites-le dans les règles de l'art. Mais la passion d'abord. Parce que c'est la passion qui peut vous maintenir, même si vous tombez un jour, c'est cette passion qui va vous réveiller encore pour vous mettre sur les rails pour continuer. Donc, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez des collaborateurs avec qui vous travaillez. Donc aujourd'hui, combien d'emplois votre activité génère-t-elle? Bon, vu que je suis un boulot-man et je n'ai jamais pensé à être entrepreneur, ça peut surprendre beaucoup de gens. Je n'ai jamais pensé à être entrepreneur, je ne suis pas un entrepreneur, je n'ai pas fait une formation en entrepreneuriat, mais on dit que je suis un entrepreneur social. Alors, dans ma communauté, il y a énormément de personnes et énormément de gens qui ont des compétences. Mais il m'arrive que, voilà, je suis là et qu'une opportunité arrive. Une organisation, une entreprise a besoin de mes services. Mais je vais chercher dans ma communauté des gens qui ont ces compétences, qui peuvent m'accompagner, on y travaille. Et voilà, nous avons des bénévoles, nous avons des volontaires. Mais parfois aussi, il y a des gens qui nous proposent de l'argent pour des services. Et là, je cherche des jeunes, des gens qui sont autour de moi pour abattre ce travail. Et voilà que je leur sers à quelque chose. Ils peuvent gagner de l'argent sur des contrats rapidement. Je n'ai pas d'emploi fixe. J'ai juste une communauté. Et dans cette communauté, je leur sers vraiment des choses parfois. Quand un partenaire arrive, je profite de cette occasion pour vraiment gratifier ma communauté, en prenant des jeunes pour travailler ou bien en prenant des femmes pour les faire travailler et les payer et continuer moi la chose. Et pour une personne qui aimerait rejoindre votre communauté, comment faire? C'est juste écrire à Tonton Vert sur WhatsApp et il vous ajoute dans les groupes. Ça dépendra de votre niveau. Après, j'ai une autre communauté, un groupe qu'on appelle réellement les Boudjouman avec l'initiative Quartier Vert Challenge que nous avons mis en place. L'initiative Quartier Vert Challenge est née aussi de la terrasse, qui est aujourd'hui l'initiative qui nous permet aujourd'hui de sensibiliser les Sénégalais, les jeunes Africains, qui est un peu partout dans 17 pays d'Afrique, et qui nous permet de sensibiliser, faire des actions environnementales, d'accompagner des écoles, d'accompagner des associations, d'accompagner des entreprises dans leur RSE, de planter des arbres. Et c'est d'ailleurs dans cette initiative
que j'ai eu l'occasion d'être nommé ambassadeur des JOJ par le COJOJ. Donc nous plantons énormément d'arbres et durant les Jeux olympiques, nous allons planter énormément d'arbres au Sénégal. Non, en tout cas, mais aujourd'hui on voit que beaucoup de personnes aimeraient se lancer dans l'agriculture. C'est avec les réseaux sociaux, on entend souvent que c'est un secteur qui est assez rentable. Donc beaucoup de gens se lancent sans pour autant savoir ce que c'est réellement. Que vous, en tant que spécialiste, quel est votre avis sur l'avenir de ce secteur? Bon, mon avis, c'est que d'abord, je ne suis pas spécialiste de l'agriculture, surtout dans l'agro-industrie. Vous y êtes quand même. Oui, je sais, mais et aussi j'ai découvert beaucoup de choses dans ce secteur parce que j'ai beaucoup d'amis agriculteurs et je les fréquente, on travaille sur des projets et je vois leurs mésaventures. Ce qui est mauvais au Sénégal, les gens ne parlent pas des échecs. Pas des échecs. Il y a énormément de gens, comme vous l'avez dit, qui ont parlé des choses qui sont passées dans l'agriculture, que c'est rentable, la culture du citron, c'est rentable, la culture de l'oignon, de tomate, de piment. Mais quand vous rentrez dedans, vous mettez votre argent, vous allez vous rendre compte de la réalité. Il y a énormément de choses que vous avez omis. Et un projet, ça s'étudie. De bout en bout, on néglige rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont eu des déceptions, qui ont acheté des 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, qui ne peuvent pas rentabiliser. Ils se sont rendus compte que, voilà, on leur a vendu des choses qui sont entrés dedans, ils ont mis de l'argent, ils ont perdu. Parce qu'ils ne maîtrisaient pas ce qu'ils faisaient. Et les rumeurs, il ne faut jamais se baser sur les rumeurs. Les rumeurs, je vous dis, hein, at the same time, hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui a du poisson. Il s'est investi dans la pisciculture. Il a actuellement 1 million de sujets, peut-être plus même. Il ne sait pas où les vendre. Wow. Des poissons, des tilapias et d'autres. Il ne sait pas où les vendre. Et je lui ai posé cette question que vous m'avez posée. Mais comment vous avez fait? Il a dit juste que j'ai entendu que ça marchait. Il est à Dakar, il a beaucoup de poissons, il ne sait pas où vendre. Il m'a sollicité hier pour l'aider. Et il y en a beaucoup, dans plusieurs secteurs. Parce qu'au Sénégal, on aime plagier, on aime copier. Telle personne fait telle chose, je vais m'engager dedans. Mais les gens ne réfléchissent pas qui est ton client, c'est où ta clientèle, quelle niche doit faire ce produit, est-ce que j'ai déjà la clientèle, est-ce que j'ai les compétences. Ils vont mettre beaucoup d'argent, après ils vont réfléchir comment vendre. Et dans l'agriculture, on rencontre beaucoup ce genre de choses. Après, il y a d'autres problèmes aussi dans l'agriculture qui sont le niveau de formation. Les jeunes s'engagent maintenant dans les universités, dans les écoles. Je reçois énormément de gens qui me demandent, des jeunes, tonton Vin, je veux étudier, je veux faire la formation. Oui, c'est bien. C'est bien d'avoir ces compétences. Et après, les gens qui ont des champs aussi, il faut qu'ils sachent que dans un champ, tu ne peux pas avoir juste des tâcherons. Les tâcherons, les sourds, pour arroser, désherber, nettoyer, et vouloir leur faire d'eux des gardiens aussi le soir ou bien durant les week-ends. C'est impossible. C'est une entreprise. Chacun a son poste. Chacun a son poste de commande pour se battre. Okay. Et donc, ça aussi, ce sont des charges. Ce sont des salaires. Après, il y a le système d'eau, il y a la sécurité, il y a le transport, hein, il y a l'étude de sol. Il y a énormément de choses à prendre en compte dans un projet agricole. Donc, si je retiens bien, donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le succès, il y a également les échecs. Et c'est ce qui nous permet de faire une transition sur la prochaine question. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dès votre début et comment les avez-vous surmontés? Moi, dès mon début, ce que j'ai rencontré, c'est peut-être des plantes malades que je devais soigner. Parce que j'habite dans un environnement que je ne maîtrisais pas. Parce que moi, j'ai grandi ailleurs, où l'environnement était très propice à l'agriculture et je n'avais pas l'habitude d'avoir ce genre de maladie. Et je commence à cultiver dans des conteneurs, ça veut dire des seaux, des pannes, des caisses, des tables. Et il y a des maladies qui surgissent. Surprise, il fallait que j'aille chercher, demander à des gens, leur montrer ce qui se passe pour qu'ils me disent réellement c'est quelle maladie et comment je dois travailler avec. C'était ça mes surprises. Après, parce que comme je n'étais pas un entrepreneur, je venais juste pour vivre de ma passion, il n'y avait pas de truc. Et j'ai compris
que, voilà, les gens ne parlent pas de leur échec. Chercher sur les réseaux sociaux pour voir les solutions que les gens proposaient. Personne n'en parlait. Personne ne parlait des attaques de mouches blanches à cette période-là. Les nématodes, les pucerons, personne n'en parlait. Après, c'est là-bas où est venu mes premiers échecs. Je faisais des tomates, il y avait énormément de maladies. Je ne savais pas que je ne devais pas arroser les feuilles de tomates parce que quand on t'arrose dessus, ça attire des maladies, ça attire des insectes. Donc, c'est petit à petit. Donc, ça, c'était mes premiers problèmes. Mais après, le reste, vu que je n'étais pas un entrepreneur, je ne cherchais pas à vendre, juste pour manger. Je n'avais pas trop de soucis pour ça. Après, j'ai commencé à tester, à apprendre des choses, à faire de l'innovation parce que des gens m'ont formé, mais je sais que toute formation a des limites et après, il faut continuer. J'ai commencé à tester des choses, à faire des expérimentations, à partager mes expériences. Voilà, et j'ai été rappelé par mes formateurs pour me dire, mais tu nous étonnes. Toi, nous, on t'a formé, mais là, on découvre que tu es en train de faire des choses que nous ne savons pas. Et l'échange d'expériences était vraiment important. Pour cela, ceux qui sont dans ce milieu doivent échanger des expériences pour pouvoir se renforcer. Et quand on ne partage pas les échecs, on ne peut pas trouver de résultats. Donc, si aujourd'hui, vous devez donner trois conseils à un jeune, quels seraient ces conseils? Se former, être passionné, être endurant. Wow. Je peux même ajouter un 4, c'est être à l'écoute de ses clients et de sa communauté. Pourquoi? Parce que les critiques ne sont pas des critiques. Ce sont juste des points qu'il te faut entendre, écouter, poser sur le papier, réfléchir pour refaire encore, pour encore donner un service beaucoup plus adéquat. En tout cas, c'est passionnant. Quel est le mot de la fin? D'abord, merci à vous. Merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler encore à la jeunesse et à toutes les personnes qui s'intéressent à l'agriculture urbaine et à ce que nous faisons dans la protection de l'environnement, de la biodiversité et du climat. Merci aussi aux Sénégalais qui sont à ma communauté sur les réseaux sociaux et tout. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent dans ce projet que nous avons et à toutes les personnes qui ont confiance vraiment en nous. Et merci à vous. Je découvre votre média. Je vous souhaite beaucoup de succès dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Et merci pour tout. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Ça a été un plaisir de vous recevoir. C'était votre rubrique Afrique Impact à Vindio pour un autre numéro.